Bonjour Joanne. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de la relation de confiance en milieu de travail ainsi que le rôle des habiletés de communication. Tant de la part des leaders que des employés, à quel point la relation de confiance peut être mise à rude épreuve. Eh oui. Souvent, les leaders vont dire qu'ils n'ont pas nécessairement l'impression que leurs employés leur disent tout. Et de la part des employés, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas tout dire à leur leader. La relation de confiance part souvent de l'exercice du leadership. Peux-tu, Joanne, nous expliquer comment les attitudes et les comportements du leader vont favoriser la relation de confiance? Pour moi, c'est sûr qu'une relation de confiance, c'est quelque chose qui se construit à deux, hein? Que ce soit une relation familiale, amoureuse et de travail. Sauf que dans une relation de travail entre le leader et l'employé, on n'est pas dans une relation réciproque, hein? On est dans une relation où il y a, veut pas, un rapport d'autorité avec quelqu'un qui dicte les tâches, qui organise les choses et qui collabore avec un employé. Donc, pour moi, la relation de confiance, elle est davantage dans les mains du gestionnaire, de l'employeur, que dans les mains directement de l'employé, étant donné que c'est cette personne-là qui met la table, si on peut dire, qui crée l'atmosphère dans laquelle le travail va s'exécuter. Il y a différentes choses auxquelles on peut penser, mais je pense que la première chose, c'est que le leader, pour commencer, dégage une énergie, une manière d'être en fonction de sa façon de vivre, en fonction de même son estime de lui-même ou d'elle-même, de sa confiance en soi. Alors, en partant, le leader qui aime ce qu'il fait, qui a une vision positive de la vie, qui a une vision positive de soi et des autres, risque de faire qu'il va dégager une énergie positive qui va mettre les gens en relation de confiance, qui va créer aussi une espèce d'attrait qui fait que, oh mon Dieu, j'ai le goût d'être avec cette personne-là et qu'elle a l'air intéressante, qu'elle a l'air cultivée ou qu'elle a l'air avoir un grand cœur. Donc, ça crée une force d'attraction chez l'employé vers l'employeur. Avant tout, là, c'est une question de qui nous sommes. Si j'ai une mauvaise journée, j'arrive au bureau puis je suis pas content ou pas contente d'être là, nécessairement, ça va transpirer au-delà de tout ce que je pourrais dire et faire. Cette conscience-là, ça peut sembler un peu lourd comme responsabilité, mais c'est vraiment important que le leader prenne conscience de ça, que ça part de lui ou d'elle. Le lien de confiance, il va s'établir aussi d'abord et avant tout à partir du moment où l'employé observe c'est qui le gestionnaire, le leader qui mène le travail, qui oriente ce que je vais faire. Cette personne-là doit donc être bien dans sa peau. Elle doit être conséquente entre les valeurs, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Puis, il faut aussi qu'elle fasse preuve d'une chaleur humaine. Les personnes ont besoin de se sentir considérées, ont besoin de se sentir valorisées comme personnes au-delà de ce qu'ils font. C'est donc très important que le leader fasse preuve d'une bonne chaleur humaine, qu'il se préoccupe de son employé, qu'il lui demande comment sa fin de semaine a été, comment ça s'est passé, sans toutefois être familier. Parce qu'on ne peut pas nier que ce n'est pas un rapport d'amitié, c'est un rapport asymétrique entre un employeur et un employé, toujours. Hein? Ces choses-là sont extrêmement importantes. Comment est-ce que aussi le leader va se comporter avec d'autres personnes, avec d'autres employés? Bien, l'employé va aussi regarder ça. Même si le leader est super gentil ou gentille avec moi, si je vois que ce même leader-là peut être agressif ou intolérant avec mon collègue, ça ne me mettra pas en relation de confiance parce que je peux me dire à juste titre, oh là là, à un moment donné, ça va être à mon tour.
Joanne, par rapport à ça, parce qu'on est d'accord que souvent, au milieu de travail, on a des employés avec qui c'est plus facile d'entretenir une relation. Donc, versus il y en a d'autres avec qui c'est un petit peu plus difficile. Comment on peut traiter des employés qui sont plus difficiles d'une façon à ne pas biaiser négativement la perception des autres employés? Oui, bien, c'est une excellente question parce que ce qui est le défi dans les milieux de travail, non seulement pour le gestionnaire, mais même entre les employés, c'est qu'on ne choisit pas les gens avec qui on travaille. Même si le gestionnaire, il engage peut-être le monde, mais il ne sait pas nécessairement ce que ça va donner. Autrement dit, on est là pour collaborer et c'est normal qu'on puisse avoir des affinités très personnelles qui varient aussi d'une personne à une autre. Alors, ce que je peux dire, c'est que le leader doit faire preuve d'une espèce d'amour universel pour chaque individu qui est là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà du fait que j'irai prendre un café avec quelqu'un, j'essaie de valoriser la personne qui est devant moi en tant qu'être humain, en me disant que cette personne-là, elle a quelque chose à m'apprendre, y compris même si j'ai moins d'affinité. Si je suis dans cette vision-là de l'être humain, je vais savoir, en tant que leader, mettre mes affinités personnelles de côté en me disant que je ne suis pas ici pour socialiser. Je suis ici pour collaborer dans un travail. Cela dit, je vais essayer d'être chaleureuse comme leader avec tout le monde. Et ça va éviter aussi l'écueil qui est super important dans la construction de la relation de confiance, c'est les injustices, les incohérences, puis la question de la compétition malsaine qui s'installe par rapport à la vision qu'une personne qui est plus privilégiée ou mise en valeur ou a une promotion avec des motifs qui peuvent être douteux. Toutes ces choses-là, c'est difficile. J'ai l'air à faire une longue liste d'épiceries là, pour le leader, puis c'est exigeant. Mais c'est vraiment ça qui va beaucoup aider la personne à établir ce lien de confiance-là avec l'employé, mais aussi ça met une atmosphère qui permet aussi aux employés de créer une bonne relation de confiance entre eux, dans la mesure où le climat qui est installé, c'est un climat de collaboration. Ça veut dire aussi que quand il y a un mandat, bien évidemment, comme on a parlé dans les dernières capsules, c'est tellement important de mettre la personne en confiance en ayant un mandat clair, avec des objectifs clairs, des attentes qui sont claires, puis peut-être aussi avec des étapes au fur et à mesure pour réduire l'anxiété de performance, mais aussi pour être capable de vérifier au fur et à mesure le travail est rendu où. Et la personne, où est-ce que ça va bien, où est-ce que c'est plus difficile. Si l'employé sent l'intérêt du gestionnaire, ça nourrit aussi la confiance et ça nourrit les malentendus inévitables qui peuvent se produire lorsqu'il y a trop de temps qui s'écoule entre le début d'un mandat et son exécution. Alors, de tenir justement une communication serrée, c'est fondamental. Peux-tu nous indiquer quels sont des outils de communication qu'on peut utiliser, donc pour nourrir justement la relation de confiance? Certainement. Je dirais que pour commencer, il faut réaliser que dans le meilleur des mondes, la communication, c'est pas de la tarte. C'est quelque chose qui est difficile, malgré toutes les bonnes volontés de part et d'autre. Pourquoi? Parce qu'on est dans un jeu de subjectivité. Hein? On est des êtres subjectifs, quoi que ce qu'on en dise, et on rentre en contact avec la subjectivité de l'autre. Ce qui veut dire que le principe de communication, il est basé sur le lien qui se crée entre un émetteur d'un message et un récepteur du même message. Et dans ce processus-là, il y a plein d'étapes où il peut se passer des problèmes. Dans le cerveau de quelqu'un, comme là, on est en train de parler ensemble, toi et moi, bien, il faut que je commence dans mon cerveau par encoder le message. Ça veut dire organiser mes pensées d'une manière qui ça a eu du sens pour moi,
pour que je puisse trouver une façon de traduire ma pensée en mots. Alors, des fois, je peux ne pas être claire avec moi-même dans ce que je veux dire. Dans le message que je vais émettre, il est nécessairement aussi filtré par l'état d'être dans lequel je suis, l'éducation que j'ai eue, les connaissances que j'ai, etc. Mes perceptions à ce moment-là, ça crée un autre filtre. Puis après ça, le message, il t'est envoyé, Marianne. Bien, rendu là, toi, tu as aussi un décodage à faire dans ton cerveau. Comment vas-tu recevoir le message que je te donne? À travers ton filtre à toi, la façon que tu as été éduqué, les connaissances, les croyances, ton état actuel, et comment toi, tu vas décoder ça dans ton cerveau. À partir de ce moment-là, si tu as une réponse à me donner, tu vas devenir l'émetteur d'une nouvelle réponse et ça va être mon travail à moi de bien t'écouter. Alors ça, ce principe-là, émetteur-récepteur, fonctionne en boucle sans arrêt. Et quand on comprend tous les obstacles possibles, c'est pas surprenant qu'on ait autant de problèmes de communication. Alors, je dirais que la plus grande erreur pour commencer, là, c'est de sous-estimer les problèmes de communication qu'ils peuvent avoir ou s'imaginer, pire encore, que ce que j'ai dans mon cerveau, là, il se connecte nécessairement à ton cerveau, à toi. Bien donc. Alors, il faut vraiment travailler fort à expliciter ce qu'on dit et à avoir le réflexe aussi de vérifier la compréhension que tu peux avoir du message que je suis en train de te faire. Tu comprends? Alors, ça, là, c'est ce qui va se passer dans tous les types de relations, mais plus particulièrement dans le milieu de travail. Joanne, comment faire? Des fois, on a, par exemple, les leaders vont donc valider des communications, vont valider en fait que l'employé a bien compris. Mm-hmm. Par contre, donc, des fois, les employés vont dire oui, j'ai bien compris, je confirme, tout est clair. Mm-hmm. Mais c'était peut-être pas aussi clair ou que l'employé voulait pas nécessairement montrer au gestionnaire qu'il avait pas compris. Donc, comment s'assurer à ce moment-là que c'est bien compris ou bien assimilé réellement? Oui, bien, effectivement, je pense que la toute première chose qu'il faut se dire là, en termes d'habileté de communication, c'est l'écoute. Ça, c'est la première chose. Okay? Très souvent, les leaders sont tellement préoccupés à dire des choses, à parler, qu'ils n'écoutent pas l'employé. Donc, je pense que oui, on peut avoir une consigne qu'on donne, on est responsable de comment on va être clair, mais après ça, il faut être à l'écoute de la personne qui est en face de nous ou à l'écoute du collaborateur avec qui on travaille. Cette écoute-là, elle va passer par une écoute non verbale. Donc, il faut que je sois à l'affût de tout le langage corporel de la personne pendant que cette personne-là exprime quelque chose ou pendant que moi, je suis en train de traduire une idée. C'est ça le défi aussi, hein? Je vais essayer de voir, OK, qu'est-ce que la personne me communique par son corps, par sa posture, son hochement de tête, le degré de tension qu'il peut avoir dans son visage, l'éclat de ses yeux, est-ce qu'elle regarde ailleurs? C'est important que le gestionnaire soit à l'écoute. Donc, autant quand l'employé exprime quelque chose que quand le gestionnaire donne une consigne. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'être aussi à l'écoute du verbal. Qu'est-ce que l'employé est en train de dire? Quelle question qu'il pose? Quelle opinion qu'il formule? Et c'est assez fréquent, malheureusement, que l'employeur a une idée très préconçue de ce qu'il veut et oublie de tenir compte de la personne qui va l'exécuter. Ou oublie de tenir compte du bénéficiaire du service proposé ou à qui ça va s'adresser.
comment ça va s'implanter, ce que je veux implanter. Donc, la première chose qu'on va avoir à faire, là, d'après moi, c'est de s'intéresser à ce que l'autre a à dire. Souvent, le meilleur gestionnaire là, qui va éviter beaucoup de problèmes de communication, c'est d'abord la personne qui va écouter beaucoup plus que ce qu'elle parle. Alors, ça se pourrait qu'on commence une réunion par nommer un peu c'est quoi nos grands objectifs, qu'est-ce qu'on a en tête, comment on voit ça, mais assez rapidement, j'aurais tendance à privilégier de faire un tour de table, de demander à chaque personne comment il voit ça, quels sont les avantages ou les inconvénients qu'ils entrevoient, c'est quoi les besoins qui sont exprimés et de prendre des notes. Mais écouter, là, c'est probablement la chose la plus difficile à faire parce qu'on est terriblement plus intéressé à dire notre opinion, souvent, que d'entendre ce que l'autre a à dire. Et pourtant, on peut se sauver beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie et de malentendus lorsque cette écoute-là, elle est bien canalisée. Alors, je dirais que l'écoute, là, c'est un outil fondamental. Si j'ai justement, et comme ça marche des deux côtés, autant pour l'employeur que pour l'employé ou le gestionnaire avec le subordonné, bien, si j'ai une consigne à donner, puis que je dis à la personne, pour répondre à ta question, est-ce que tu as compris? Et que l'employé dit, bien sûr, j'ai compris. C'est pas une vérification de compréhension, ça. Ça, c'est une question qu'on pose. Puis en plus, c'est une question qu'on va appeler fermée. C'est-à-dire qu'il se répond par un oui ou par un non. Ça génère pas beaucoup d'informations, ça. Mais si je dis, j'aimerais que tu me reformules l'essentiel de ce que je viens de t'exprimer parce que je veux m'assurer que tu as bien compris. Alors là, je fais une invitation à ce que la personne me traduise dans ses mots ce qu'elle a compris. Et c'est là que je vais voir si le décodage et l'encodage ont été efficaces ou pas. Et c'est pas nécessairement juste la responsabilité de l'employé, mais ça peut être aussi la responsabilité du gestionnaire qui peut-être n'a pas utilisé le bon vocabulaire ou le bon timing, qui n'a pas été à l'écoute. Alors, ça a l'immense avantage de vérifier tout de suite et d'apporter les correctifs tout de suite par rapport aux perceptions et en rassurant l'employé que c'est tout à fait correct, que ce n'est pas un concours d'avoir tout compris. On veut s'assurer qu'on est sur la même page. Merci beaucoup, Joanne. Ça me fait plaisir. Donc, ce que je te propose pour la semaine prochaine, nous allons continuer à discuter des outils pour les habiletés de communication. Okay. Et également, on va aborder donc le rôle des employés dans la construction ou plutôt le développement de la relation de confiance. Donc, merci encore et bonne semaine. Ça me fait plaisir. Au revoir.